Sous la grisaille et la pluie battante du mois de décembre, un cortège s'élance dans les rues de Paris. Derrière les vitres teintées de cette voiture se cache Michel Barnier, Premier ministre sortant. Ce jeudi matin, il a rendez-vous avec Emmanuel Macron pour sceller son sort. Le point d'orgue d'une journée historique dans la vie politique française. 91 jours, c'est le bail le plus court pour un Premier ministre à Matignon. Ce qui est historique, c'est un gouvernement renversé. Ce n'était pas arrivé depuis 1962, c'est-à-dire au tout début de la Ve République. On est rentré dans une autre ère. Et c'est peut-être ça, ce sentiment de violence qu'on a quand on voit un Michel Barnier, Premier ministre, et le lendemain, plus rien. Un Premier ministre éphémère qui, contraint, vient remettre sa démission au chef de l'État. Michel Barnier arrive vers 10h à l'Élysée, il est très ponctuel, il arrive même avec quelques minutes d'avance et il est reçu par Emmanuel Macron. C'est en fait quelque chose d'extrêmement formel qui va se passer. Emmanuel Macron ne peut que prendre acte de la démission après la censure. Les deux hommes, dans leur prise de parole respective, ils se sont plutôt rendus hommage l'un et l'autre, sans qu'il y ait d'effusion. Mais sur le fond de cet entretien, relativement peu de choses ont filtré. Ce qu'on sait, c'est que sa lettre de démission est extrêmement courte. Elle fait 3 lignes et c'est vraiment juste en application de l'article de la Constitution. Je vous remets ma démission. Après la censure de mon gouvernement, c'est très sec, mais c'est assez conforme à leur relation. Finalement, 2 hommes qui se connaissaient très peu, qui n'ont pas noué une relation ni avant ni pendant. En 1 heure à peine, Michel Barnier devient un Premier ministre à la retraite. Comment en est-on arrivé là ? La mission de Michel Barnier à Matignon était très difficile. Mais elle n'était pas impossible. Ce scénario quasi inédit sous la Ve République était-il prévisible ? C'est vrai que ça a pris des allures de condamnation, d'exécution même. Michel Barnier n'a rien vu venir. C'est ça qui paraît surtout étonnant. Que s'est-il passé en coulisses dans les rangs du Rassemblement national ? Visiblement, quelque chose s'est cassé entre Marine Le Pen et Michel Barnier. Retour sur une folle semaine qui a entraîné la chute d'un homme et de tout un gouvernement. C'est un coup de téléphone qui a scellé le sort de l'expérimenté Michel Barnier, l'homme qui a réussi les négociations du Brexit. Ce lundi 2 décembre, à Matignon, le Premier ministre est en réunion avec les chefs de file de sa majorité. Dans quelques heures, se tient le vote décisif de son budget à l'Assemblée. Il est 13h45 quand le nom de Marine Le Pen s'affiche sur son téléphone. Il sort, il prend Marine Le Pen au téléphone, il revient rapidement dans la salle, il s'assoit. Et devant ses interlocuteurs, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez et les autres, il dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». Marine Le Pen est satisfaite des dernières concessions qui viennent de lui être accordées. Mais elle en exige une nouvelle, le renoncement à l'indexation des retraites sur l'inflation. Michel Barnier se raidit et prononce cette phrase « Jamais je n'aurais imaginé qu'elle le ferait ». Sous-entendu qu'elle va appuyer sur le bouton censure. La décision de lâcher le gouvernement Barnier vient d'être prise lors d'un déjeuner entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et c'est là où la décision est définitivement prise. Ça se cristallise pendant le déjeuner et Marine Le Pen baisse le pouce en disant voilà, on censure. Là, par cette décision, Marine Le Pen, elle montre à ses électeurs que voter RN, ça sert à quelque chose. Et même au-delà de ça, c'est très puissant puisque ça peut faire tomber un gouvernement. Et moi, je suis convaincu que le réquisitoire, le 13 novembre, au tribunal de grande instance de Paris, dans l'affaire du procès des assistants parlementaires du RN, a joué un rôle déterminant. Marine Le Pen s'est raidie, Marine Le Pen a changé d'attitude. Ce qui se passe dans le tribunal à Paris est bien plus important que ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Pour elle, c'est sa mort politique qui se profile, et c'est vrai qu'elle change psychologiquement. À 14h, Michel Barnier prend le chemin de l'Assemblée nationale. Il est à la tête de la majorité la plus étriquée de la Ve République. Mais il va tenter le tout pour le tout. Faire passer son budget avec l'article 49.3. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Et je le fais en appelant à la responsabilité de chacun des représentants de la nation que vous êtes et de coordination. À peine a-t-il fini de parler, les députés de la France Insoumise désertent aussitôt l'hémicycle. Donc tout ça est une arnaque avec un Premier ministre qui a tenté d'échapper à la censure en se vautrant dans le déshonneur avec le Rassemblement national. Eh bien, il aura ce mercredi à la fois le déshonneur et la censure. Ce n'est pas la première fois que la gauche dépose une motion de censure. Mais cette fois-ci, elle peut obtenir l'appui du Rassemblement national. Les choses étaient claires. M. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il a dit que chacun assumerait ses responsabilités. Nous assumerons donc les nôtres. Michel Barnier, on est convaincu, le Rassemblement national ne votera pas la censure. Parce que le Rassemblement national n'osera pas mêler ses voix aux troupes de Jean-Luc Mélenchon, ne fera pas tomber un gouvernement parce que c'est trop orthogonal avec son entreprise de dédiabolisation, d'institutionnalisation. C'est une erreur. Il n'y croyait pas, il était persuadé de s'en sortir, et là il est dépassé par les événements. Michel Barnier semble dérouté face à cette assemblée devenue un chaudron brûlant, où il lui est même impossible de rendre hommage à un député qui vient de mourir. J'ai été, il y a très longtemps, membre du même cabinet ministériel que lui. Il était mon chef de cabinet auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports. À peine prononce-t-il quelques mots, et c'est un vacarme qui résonne dans les hauteurs de l'hémicycle. On le voit frustré, en décalage en fait par rapport à l'hémicycle qu'il a face à lui. Attendez, monsieur le Premier ministre, 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. J'entends qu'on se respecte dans cet hémicycle. On parle de la mémoire d'un homme qui vient de décéder, madame la députée. C'est scandaleux. Je pense qu'il y a une forme de colère froide, d'incompréhension, de quelqu'un qui, comme appartenant à un autre temps que celui-là, réalisant en fait l'écart immense entre sa façon de faire de la politique lors de ses grandes heures, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, et les nouvelles règles de cet hémicycle fracturé. Pour tenter de renverser la situation, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui monte au créneau. Pour lui, la France se dirige vers le chaos. Il fustige les extrêmes. Certains, d'une extrémité à l'autre, s'apprêtent à jouer le destin de la France et des Français à la roulette russe, ni plus ni moins. Bien sûr que si une censure était votée, bien sûr que ça précipitera la France et les Français dans une situation intenable. Madame Le Pen, comment pouvez-vous accepter de mêler vos voix, celles de votre groupe, à l'extrême gauche? L'image d'un désordre politique qui tranche avec le décor dans lequel évolue, au même moment, le président de la République. À 5000 km de là, lunettes de soleil vissées sur le nez, Emmanuel Macron déambule dans un paysage désertique, presque lunaire, pour une séquence tourisme en Arabie Saoudite, bien loin des préoccupations qui agitent les Français. C'est un contraste saisissant. Le président de la République dans le désert visitant un site archéologique pendant que Michel Barnier essaie de sauver sa peau dans les dernières heures de son bail à Matignon, a quelque chose d'assez symbolique. La seule chose que dira Emmanuel Macron à ce moment-là, c'est qu'il a envie de quitter le plus vite possible finalement l'Arabie Saoudite pour être symboliquement présent à Paris au moment du résultat du vote de censure. Comme s'il savait déjà que le pays s'apprêtait à basculer. Les journalistes qui le suivent remarquent que le président de la République ne laisse rien transparaître et en même temps
Son entourage dit qu'il ne perd pas une miette de tout ce qui est en train de se passer. Il y a des consultations qui sont menées. Il prépare, le chef de l'État, les différents scénarios. Il envisage déjà le remplacement de Michel Barnier à Matignon. Il a anticipé, il a fait savoir qu'il consultait déjà, il a consulté depuis l'Arabie Saoudite certains politiques proches de lui, et il a commencé un peu à réfléchir aux hypothèses et aux noms pour succéder à Michel Barnier. Emmanuel Macron est-il déjà convaincu que son Premier ministre est condamné? Au même moment, en France, c'est l'effervescence. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les journalistes du monde entier se bousculent et enchaînent les directs. Bien sûr, on est préoccupé parce que normalement la France est un pays assez stable au sein de l'Union européenne et là, depuis un an, ça devient de moins en moins stable. Du coup, ça nous intéresse énormément parce que les dossiers que l'Italie et la France partagent d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'immigration, du contrôle des frontières, etc., sont nombreux. Du coup, il faudra travailler peut-être avec un nouveau gouvernement. On fait des directs tous les jours, presque tous les heures. Sujets, la semaine dernière, je fais 3 sujets sur ça. On a eu le même problème avec le budget. C'était approuvé, mais quand même, les discussions, c'était pareil. Sauf qu'en France, c'est du jamais vu. En coulisses, Michel Barnier essaie jusqu'au bout de sauver sa place. Il y a des gens dans l'entourage indirect, mais tout de même l'entourage du Premier ministre, qui contactent le Rassemblement national. Dans l'entourage de Marine Le Pen, il y a des échanges. Et si jamais le Premier ministre revenait sur la désindexation des retraites maintenant, quelle serait votre position? Il y a des prises de contact qui sont faites. À quelques heures du vote, le Premier ministre pense-t-il encore pouvoir inverser la tendance? Des membres de son entourage essaient de convaincre jusqu'au bout. Il y a eu des échanges, notamment avec des députés socialistes qui ont été confirmés. Ce n'est pas forcément le Premier ministre lui-même qui décroche son téléphone. Ce sont plutôt des sources gouvernementales, des personnalités qui gravitent dans l'entourage de Michel Barnier, peut-être même des ministres pour essayer de les convaincre de ne pas voter la censure. Ils vont faire un peu comme... Vous savez, les séries télé un peu à l'américaine, où on voit à la Maison-Blanche des coups de fil passés à chacun des députés pour s'assurer de leur vote. Bon, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a tout un tas de députés socialistes qui vont recevoir des coups de fil pour savoir si oui ou non ils accepteraient de ne pas voter la censure. C'est peine perdue. Jamais un Premier ministre ne s'est retrouvé dans une situation aussi fragile au cours des dernières années. Qu'il y ait un 49.3, on y est habitué. Qu'une motion de censure soit discutée, on y est habitué, mais qu'elle ait de réelles chances de passer, c'est extrêmement rare. La France, contrairement à beaucoup de ses voisins, a un système politique très stable, où les gouvernements ne tombent pas. Un moment d'histoire qu'un certain Jean-Luc Mélenchon n'aurait raté pour rien au monde. Escorté par ses fidèles lieutenants insoumis, l'ancien député arrive triomphant à l'Assemblée. Monsieur Mélenchon, un mot pour qualifier cette journée de victoire aujourd'hui. Puis s'installe dans les tribunes d'un hémicycle désormais bouillonnant. Jean-Luc Mélenchon ne fait jamais rien par hasard. Il soigne toujours sa communication. Et il a décidé d'assister, comme on le faisait sur les places de grève, décidé d'assister à l'exécution de Michel Barnier. Il ne peut pas applaudir Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas le droit en tribune d'applaudir, il ne peut pas être aussi véhément que les parlementaires de son camp sur les bancs un peu plus bas des députés. Il observe la séance, il assiste à cette séance, il regarde ce qu'il se passe, il écoute. C'est une image qui aura une résonance bien sûr avec le rôle que la France insoumise a joué dans la tournure des événements. Au premier rang, comme s'il était au spectacle, Jean-Luc Mélenchon suit les prises de parole d'Éric Coquerel. Au fond, cette motion va emporter votre gouvernement parce que vous n'avez jamais su déjouer la malédiction que vous a transmis le vrai responsable de cette situation, Emmanuel Macron. Cette malédiction, c'est l'illégitimité. De Marine Le Pen.
Les petits pas qu'il a timidement et très tardivement tentés ne peuvent s'appeler des concessions, ce sont des miettes. Vous n'avez apporté qu'une seule réponse, l'impôt, l'impôt, toujours l'impôt. Puis quitte l'Assemblée avant la fin des débats, ce que souligne quelques minutes plus tard Gabriel Attal. Chers collègues socialistes, au début de cette séance, M. Mélenchon était dans les tribunes pour assister à nos débats. Il a écouté religieusement l'orateur de la France insoumise. Il a écouté religieusement Madame Le Pen. Il s'est levé et est parti au moment où Boris Vallaud a pris la parole. Il la respecte plus que vous. Qu'est-ce que vous faites encore avec eux ? Le fait qu'il n'assiste qu'au discours de la France insoumise, enfin, d'Éric Coquerel de la France insoumise et de Marine Le Pen, il inscrit ce moment, cette chute du gouvernement Barnier, dans un plan plus large. Comme si on était là, en train d'assister à un chapitre de l'histoire de la prochaine présidentielle. Prochaine présidentielle qu'il imagine donnera lieu à un second tour entre lui et le Rassemblement national. Lorsqu'il descend dans l'arène pour conclure cette séance, le Premier ministre comprend alors qu'il s'agit de sa dernière prise de parole en tant que chef du gouvernement. Un discours déjà au passé, en guise d'adieu à ses collègues. Je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Monsieur le Premier ministre, le scrutin va donc être ouvert pour une durée de 45 minutes. La séance est suspendue. Ce qui se passe à ce moment-là à l'Assemblée nationale, c'est vraiment... On est un peu dans le sacré, le secret des lieux, c'est que vous avez plus de 550 députés qui vont voter. À ce moment-là, les choses doivent s'organiser dans un temps relativement court, environ 45 minutes. Alors pour le calcul des votes, ça va assez vite, c'est un vote semi-électronique. Les bulletins sont mis ensuite dans une urne. Il y a juste un code barre qui est scanné et donc les choses se passent dans ce laps de temps. Seuls les élus qui souhaitent voter la motion de censure glissent un bulletin dans l'urne. Certains, bien conscients de l'enjeu et satisfaits de la portée historique que va avoir ce moment, immortalisent l'instant, à l'image de ce député LFI qui se prend en photo lorsqu'il vote. Au même moment, Michel Barnier, lui, quitte l'Assemblée avec ses ministres. Ils vont partir à l'hôtel de Matignon qui n'est pas très loin. Ils vont, dans une forme un peu étrange, se réunir. C'est un début de réception. Ça va durer environ une demi-heure. À ce moment-là, le moment est très grave. Michel Barnier dit à ce moment-là, selon un participant, c'est une assemblée impossible. Il a pris conscience de l'échec de sa mission. Lui, que l'on présentait comme un fin négociateur, il sait qu'il n'a pas réussi pendant 3 mois à maîtriser cette assemblée totalement inédite sous la Ve République. Il est 20h25 lorsque le résultat tombe. Sans grande surprise, avec 331 voix pour, la motion de censure est adoptée. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Une sentence synonyme d'un saut dans le vide, une plongée dans l'inconnu et désormais une question, que va-t-il se passer après ? Dans un pays plus fracturé que jamais, comment parvenir à trouver un nouveau gouvernement ? Avec quel compromis faire voter un budget ? On rentre dans une période de haute instabilité politique, avec d'innombrables conséquences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un gouvernement tombe, de façon mécanique, il fragilise le gouvernement successeur. Et le risque est que tous les gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre ou techniques, se mettent à tomber comme des dominos par manque de majorité stable à l'Assemblée nationale et que finalement on en vienne à une situation où le pays est ingouvernable. À la veille de la réouverture de Notre-Dame de Paris, en présence de nombreux chefs d'État venus du monde entier, Emmanuel Macron, sans gouvernement, apparaît isolé. Une situation de fragilité extrême qui, selon les commentateurs étrangers, porte un coup sévère à la crédibilité de la France sur la scène internationale. Au fond,
Les investisseurs, ils savent que voilà, en France, il y a un président, c'est solide. Il y a une histoire politique, la Ve République, c'est solide. Et donc ça, c'est des garanties, notamment pour le monde économique, pour le monde financier. Et bien, ce que ça raconte, ce vote, c'est qu'il n'y a plus de stabilité politique en France. Et la France bascule peut-être dans un autre moment, qui est un moment d'instabilité politique, qui peut-être va durer. Alors qu'il est pressé de toutes parts, Emmanuel Macron se donne encore quelques jours pour trouver celui ou celle qui saura dompter et pacifier cette assemblée plus que jamais morcelée.